Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres de ce dimanche 15 octobre. Les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI tirent à leur fin. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly fait le point de sa mission. À Washington, il a multiplié rencontres et séances de travail où il a évoqué la transformation des matières premières. Les enquêtes sont ouvertes après le crash de l'avion survenu hier en mer à Port-Boué. Conformément à la Convention internationale, l'enquête technique revient à la Côte d'Ivoire où est survenu le drame. Mais comment sera-t-elle menée? Qui composera la cellule d'enquête? Réponse dans ce journal. Comment l'investissement dans l'agriculture peut-il freiner les migrations négatives? Ce thème a été débattu à Jacquesville par des experts des agences onusiennes telles que la FAO, le PAM, ainsi que par des producteurs. Ils étaient réunis à l'occasion de la 37e journée mondiale de l'alimentation. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Commençons tout de suite par les États-Unis. À quelques heures de la fin des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, le Premier ministre ivoirien fait le point de sa mission. À Washington, Amadou Gon Coulibaly a multiplié les rencontres et les séances de travail, des réunions au cours desquelles il a évoqué la question de la transformation des matières premières. Adama Koné est notre envoyé spécial. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. On vous a vu à la SFI, à la MICA et maintenant à la Banque mondiale défendre fortement que ces institutions vous accompagnent dans la transformation du cacao et de l'anacarde. C'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Oui, vous savez que parmi les priorités que le président de la République a définies en ce qui concerne notre politique économique, il y a la transformation donc, de nos productions agricoles. Et principalement donc, le cacao donc, et l'anacarde. Nous sommes premiers producteurs, tout le monde le sait, donc, au niveau de ces deux spéculations, avec 2 millions de tonnes pour le cacao, 700 000 tonnes pour l'anacarde. Mais nous devons les transformer donc, pour créer donc, des emplois donc, pour les jeunes donc, de notre pays. Par exemple, pour ce qui concerne l'anacarde, le projet que nous discutons actuellement donc, avec la Banque mondiale, donc, prévoit une transformation avec un horizon donc, de 3 à 5 ans d'environ 50% de la production donc, de l'anacarde et pourrait permettre de créer environ 100 000 donc, emplois, donc, notamment donc, pour les jeunes et les jeunes filles. Et donc vous comprendrez donc, toute l'importance que nous devons accorder donc, à ce projet et la Banque mondiale donc, vient de manifester à nouveau toute sa disponibilité pour nous accompagner. Nous avons un projet de plus de 300 millions de dollars donc, qui est en cours d'instruction et qui devrait être présenté donc, au Conseil d'administration de la Banque mondiale en janvier 2018. Toujours concernant le cacao, il y a cette volonté aussi de coopération régionale, ce fort partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Vous vous souviendrez que lors de la dernière visite donc, du président ghanéen donc, à Abidjan et lors de la rencontre avec le chef de l'État, il a été décidé que nous puissions donc, harmoniser donc, nos positions donc, concernant le cacao. Le Ghana et la Côte d'Ivoire représentent donc, tous les deux environ 60 à 65% de la production donc, mondiale. Vous vous souviendrez également que nous avons subi, donc, il n'y a pas longtemps, une baisse donc, des cours. Et la décision que nos deux chefs d'État ont prise, c'est que nous ne pouvons pas continuer de subir l'évolution du marché, que nous devons prendre des initiatives donc, en concertation entre nos deux pays, pour nous permettre donc, de pouvoir offrir le mieux donc, à nos paysans. Et cela passe donc, notamment par un accroissement de la transformation donc, du cacao dans nos deux pays, par une meilleure politique donc, en matière de production donc, du cacao, une coordination, une politique de mise en marché donc, qui elle aussi soit coordonnée. Et toutes ces questions donc, vont être évoquées donc, le lundi prochain, puisqu'il y a une réunion donc, à Accra, dans le cadre du partenariat stratégique entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, donc, qui verra la participation, outre les deux chefs d'État, de nombreux ministres donc, des deux côtés. Et donc c'est extrêmement important que cette coopération, que cette coordination donc, se fasse donc, pour le bien-être donc, des populations donc, de Côte d'Ivoire et pour ceux qui produisent le cacao. Une réponse à la baisse des cours actuels? Absolument, c'est en tout cas donc, une bonne initiative donc, pour qu'à terme, donc, nous ne puissions pas subir donc, uniquement donc, cette baisse donc, des cours, cette évolution erratique des cours, et ceci pour protéger donc, nos parents paysans. Monsieur le Premier ministre, pour Fraternité Matin, hier vous avez participé au sommet sur le capital humain où vous avez développé les initiatives prises par la Côte d'Ivoire. Pensez-vous que la Côte d'Ivoire va y arriver véritablement avec l'appui des institutions de Bretton Woods?
Donc, concernant ce sommet, c'est important de noter que la Banque mondiale dit maintenant, et c'est important, que l'investissement dans le capital humain est important même pour la croissance économique donc, de différents États. Et ce que nous avons dit hier, c'est l'expérience de la Côte d'Ivoire sous le leadership du président Ouattara, les initiatives qui ont été prises. Nous avons témoigné donc, sur la décision du président d'instaurer l'école obligatoire donc, de 6 à 16 ans, donc l'impact de cette politique donc, au niveau donc, de la Côte d'Ivoire. Nous avons évoqué ce qui est fait au niveau de la distribution des kits scolaires, plus de 2 millions donc, de kits scolaires gratuits donc, chaque année. Nous avons évoqué tout ce qui a été fait en matière de construction, donc de classes donc, dans le primaire, et comment cela a permis d'améliorer le taux de scolarisation donc, dans notre pays. Nous avons également évoqué tout ce qui est fait au niveau de l'emploi jeune et ce qui est fait au niveau donc, de la nutrition. Et que le programme de nutrition donc, pour les enfants de 0 à 5 ans qui devrait permettre sur la période 2012-2020 de sortir 630 000 donc, enfants de difficultés donc, en matière donc, de nutrition. Donc c'est en fait le témoignage sur l'expérience de la Côte d'Ivoire à la matière sous le leadership du président que nous avons évoqué hier donc, à ce sommet important qui a vu la participation du président Kagame et du président de la Banque mondiale. Tout à fait, vous avez évoqué les acquis de la Côte d'Ivoire en la matière, vous avez même parlé de collège de proximité. Dites-nous, monsieur le Premier ministre, est-ce que le chemin parcouru est plus long que le chemin qui reste à parcourir sur le développement humain? Non, vous savez, c'est un chemin continu, puisque la finalité de toutes les politiques économiques qui sont menées, c'est l'homme, c'est le bien-être des populations. Donc c'est un chemin qui continue. Nous avons déjà fait des progrès importants. Donc nous avons connu une crise, vous le savez, et depuis 2012, nous ne faisons que des progrès donc, à la matière. Mais c'est évident que nous devons continuer puisque les chemins sont vastes, les secteurs sont vastes. Donc je considère que beaucoup de progrès ont été faits et les Ivoiriens doivent donc l'apprécier, mais il reste certainement beaucoup à faire. Vous partez certainement avec le sourire parce que au niveau du MCC, c'est 315 milliards qui seront décaissés. La signature est prévue pour le 7 novembre. Un commentaire là-dessus? Non, concernant le MCC, nous devons dire que c'était vraiment un succès, puisque nous avons, au niveau de la Côte d'Ivoire, été félicités donc, pour la qualité avec laquelle donc, ce programme a été donc, réalisé. C'est un don du gouvernement américain de 525 millions donc, de dollars. Et pour marquer l'importance de cette opération, vous devez savoir que le président de la République viendra lui-même donc, début novembre à Washington pour procéder à la signature donc, du MCC. C'est un don important qui va permettre d'améliorer donc, les infrastructures, notamment donc, à Abidjan, qui va permettre donc, d'améliorer notre système d'enseignement professionnel, toutes choses qui sont utiles donc, pour permettre d'avoir une économie compétitive et une main-d'œuvre qualifiée donc, pour les opérations économiques. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Voilà, vous venez d'écouter le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, interrogé par notre envoyé spécial Adama Koné et un autre confrère de Fraternité Matin sur sa mission à Washington. Ici en Côte d'Ivoire, les enquêtes sont ouvertes après le crash de l'avion survenu hier en mer à Port-Boué. Et conformément à la Convention internationale, l'enquête technique revient à l'État ivoirien où est survenu le drame. Mais comment sera-t-elle menée? Qui composera la cellule d'enquête? Notre reporter Cheikh Koné a interrogé la directrice du bureau pour les enquêtes sur les accidents et les incidents d'aviation civile en Côte d'Ivoire. 24 heures seulement après le crash, les experts du Bureau pour les enquêtes sur les accidents et les incidents d'aviation civile en Côte d'Ivoire, BEA, sont à pied d'œuvre pour clarifier les circonstances du drame. Pas de repos pour Anne-Marie Eka, directrice de cette division de l'aviation civile du Côte d'Ivoire. Première chose, c'est que nous devons notifier d'abord l'accident. Notifier l'accident au pays concerné par l'accident, c'est-à-dire l'État qui a construit l'avion, la compagnie qui a affrété l'avion, le pays qui a immatriculé l'avion. Dans le cas d'espèce, l'avion est immatriculé en Moldavie. Donc ça veut dire que c'est l'autorité de Moldavie qui a délivré le certificat de navigabilité de cet avion, donc qui est garant de cet avion-là et qui est censé, qui en suit son entretien. Il y a l'exploitant, c'est-à-dire celui qui opère, qui a loué l'avion. En l'occurrence, c'est l'armée française de Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a le lieu où l'accident a eu lieu, où s'est passé l'accident, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, nos installations sont concernées, notre tour de contrôle est concerné, etc. Donc, et comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est nous qui menons l'enquête.
L'enquête de cette division de l'aviation civile est essentiellement technique et elle a pour objectif de tirer des enseignements pour la communauté aéroportuaire en Côte d'Ivoire et ailleurs. L'enquête, elle a démarré. Elle a démarré. L'équipe d'enquête n'est pas entièrement constituée puisque tous ces pays que j'ai cités là font partie de l'équipe d'enquête de droit. De droit. Par exemple, les Français vont nous envoyer leurs représentants, leurs enquêteurs. La Moldavie va nous envoyer son enquêteur. La Côte d'Ivoire a déjà tous ses enquêteurs. Et donc, l'enquête a déjà commencé, déjà par vous. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous faites partie, sans le savoir, de l'équipe d'enquête. Tous les internautes, toutes ces personnes qui étaient les premiers sur le lieu, parce qu'il y a toujours des premiers sur les lieux, tous ceux qui ont pris des photos de par le monde entier, les voilà, je les ai tous enregistrés. Et même les témoignages que vous avez recueillis des gens, on va les écouter, je les ai enregistrés. Tout ce qui va concerner l'accident nous intéresse. Comme pour tout crash d'avion, l'une des pièces maîtresses des enquêteurs est l'analyse des boîtes noires. À ce niveau, des recherches se poursuivent. Pour l'instant, on en est à ressortir l'avion. C'est chose faite aujourd'hui, dans le hangar du GATL. Parce que l'enquête est très importante. Les enjeux sont très importants. Au-delà des enjeux sécuritaires, il y a d'autres enjeux quand même. Donc c'est très important. Et cela se fera dans certaines conditions. Donc une fois qu'il est dans le hangar, fermé, protégé, sous surveillance, les jours qui viennent, dès demain d'ailleurs, avec les autorités compétentes, notamment les autorités judiciaires, nous irons maintenant chercher la boîte noire. La Côte d'Ivoire n'a pas les équipements. Très peu de pays ont des équipements. On peut analyser des petits GPS pour nos avions, aviation générale, on peut les dépouiller. Mais les boîtes noires d'avions de ce niveau-là, il y a un certain nombre de pays qui sont connus pour ça. Selon les statistiques du Bureau pour les enquêtes sur les accidents et les incidents d'aviation civile, la Côte d'Ivoire a enregistré une dizaine de crashs d'avions les 30 dernières années. Les plus mortels sont ceux de la compagnie brésilienne Varig en janvier 1987, qui a fait 50 victimes, et celui de Kenya Airways le 30 janvier 2000, qui a fait 169 victimes originaires de 33 pays différents. Et je rappelle que l'avion qui s'est abîmé hier en mer avait à son bord 10 personnes. L'appareil a été affrété par l'armée française dans le cadre de l'opération Barkhane. 4 personnes ont péri dans le crash. Je vous propose de faire le point de cet accident avec Sylvie Touré. L'aéronef de type Antonov, affrété par l'armée française dans le cadre de l'opération Barkhane, a quitté Ouagadougou à 5h38 ce samedi. Avec à son bord 10 personnes, dont 6 membres de l'équipage de nationalité moldave, 3 militaires français et un civil français. Attendu à Abidjan à 8h04, c'est à 8h20 qu'il aura son dernier contact avec la tour de contrôle. Il disparaît ensuite des écrans radars à 8h24 pour s'écraser dans la mer. Le crash a fait 4 morts de nationalité moldave et 6 survivants. Dans ce 20h, on parle aussi agriculture. Comment l'investissement dans l'agriculture peut-il freiner les migrations négatives? Ce thème a été débattu à Jacquesville par des experts des agences onusiennes et par des producteurs. Ils étaient réunis à l'occasion de la 37e journée mondiale de l'alimentation. Je rappelle le thème de cette journée: changeons l'avenir des migrations, investissons dans la sécurité alimentaire et le développement rural. Explication détaillée avec Noël Niagno. Jacquesville, capitale de la région des Grands Ponts. Le champ choisi par la Côte d'Ivoire pour célébrer la 37e journée mondiale de l'alimentation. Thème de cette édition: changer l'avenir des migrations, investissons dans la sécurité alimentaire et le développement rural. Commençons déjà par circonscrire les migrations. La migration a 2 volets. Il y a la bonne migration qui est due au fait qu'on a investi en milieu rural, la productivité a augmenté et les gens voudraient faire autre chose. La deuxième forme de migration qui n'est pas très bonne, c'est des gens qui migrent parce qu'ils n'ont rien à faire et ils vont en ville pensant qu'ils vont trouver d'autres activités. Or, ils ne sont pas bien formés pour pouvoir mener des activités en ville. Le champ des migrations délimité, interrogeons-nous en quoi investir dans la sécurité alimentaire peut impacter l'avenir des migrations. Pour qu'un jeune s'installe, il faut qu'il puisse avoir accès à la terre, une terre sécurisée. Deuxièmement, il faut qu'il puisse avoir accès à l'électricité, à l'eau, à une bonne route, à une bonne éducation, à une bonne santé. Donc le développement rural doit tenir compte de ces ensembles-là.
il faut que ce qu'il est en train de faire, que ce soit le cacao, le café, la banane plantain, l'igname, les aubergines, il faut qu'il puisse gagner son pain. La Côte d'Ivoire, au lendemain des indépendances, sous le leadership de Feu Félix Houphouët-Boigny, est un cas d'école. L'exemple de la CIDT au nord de la Côte d'Ivoire, qui était la région la plus pauvre. On arrivait à fixer les gens et à même faire venir des travailleurs des pays voisins parce qu'on a investi. Les gens étaient occupés, ils faisaient du coton parce qu'on leur distribuait des intrants en général qui repayaient après avoir vendu le produit. Et tout le monde aspirait à avoir la première qualité de coton. Ceci, c'est quelque chose qu'il faut continuer. La preuve par 4 est faite. Reste maintenant à inscrire l'investissement dans l'agriculture comme la priorité des priorités. Et le programme national d'investissement, première génération et deuxième génération, la preuve de l'engagement des pouvoirs publics ivoiriens à prendre ce pari. Aujourd'hui, il faut rendre le travail agricole moins pénible. Donc il faut aller à la mécanisation. Il faut le rendre plus compétitif, plus productif. Il faut aussi l'accompagner par un accès au financement. Et ça fait partie d'un pan important du PNIA 2. Il faut maîtriser l'eau pour que le producteur puisse produire toute l'année. Il faut que le PNIA 2 s'occupe des problèmes de nutrition. Le PNIA 1 a fait 100 ans. Vivement le PNIA 2. Et loin de Jacquesville, ici à Abidjan, le bureau de la commission électorale indépendante a eu une séance de travail à son siège avec le bureau du réseau des structures électorales de l'Afrique de l'Ouest. Il a été question de renforcer la coopération entre ces deux structures et de favoriser les échanges entre les organes en charge des élections en Afrique de l'Ouest. Abou Sanogo. Une délégation du réseau des structures électorales de l'Afrique de l'Ouest reçue par le président de la commission électorale indépendante Youssouf Bakayoko. Une séance de travail entre les deux organisations qui a tourné autour du fonctionnement de la commission électorale indépendante, de l'organisation pratique des élections en Côte d'Ivoire et surtout des attentes de la commission électorale indépendante pour les échéances à venir. Attentes qui tournent autour de la recherche de ressources pour les besoins de formation, de sensibilisation et de renforcement logistique. And we have met with the Electoral Commission led by... Nous avons rencontré la commission électorale conduite par le président de la commission en personne. La vérité, c'est que les défis sont les mêmes dans toute la région et nous reconnaissons les efforts de la commission électorale de Côte d'Ivoire. L'enjeu est de renforcer les procédures et la structure en elle-même. Et ce partenariat, cette coopération va continuer avec la commission électorale de Côte d'Ivoire et avec toutes les commissions électorales de la région. Le bureau du réseau des structures électorales de l'Afrique de l'Ouest, RESAO, a eu également une séance de travail avec le comité de mobilisation des ressources extérieures de la commission électorale indépendante et avec des organisations de la société civile. Mohamed Yakoubou, président du RESAO, s'est réjoui de l'implication de ces structures dans le processus électoral. Le réseau des structures électorales de l'Afrique de l'Ouest est une structure créée en 2008 par la CEDEAO pour favoriser les échanges entre les organes en charge des élections dans sa zone et renforcer leurs capacités. Au chapitre santé, ouf de soulagement pour les malades atteints, entre autres, du cancer du sein. Le gouvernement ivoirien a décidé de leur permettre d'avoir accès gratuitement aux soins. Mais quels sont les types de cancers concernés? Où et comment se fait la prise en charge? Quels sont les traitements? Éléments de réponse avec Fidèle Aigné et Delphine Blas. Octobre rose, mois d'initiative pour la lutte contre le cancer du sein. Le gouvernement ivoirien vient de soulager les malades du cancer en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs années en arrière, les femmes touchées par le cancer souffraient doublement. Douleurs liées à la maladie et douleurs liées à la prise en charge. Karidjata, 62 ans, se souvient encore. Il y a une vingtaine d'années, elle avait le cancer du sein. Je suis devenue folle. J'ai pleuré. Pendant près de 2 semaines, je ne mangeais pas avant d'accepter que c'était un cancer du sein. La première opération a montré que c'était tellement important qu'il fallait amputer le sein. On ne pouvait plus sauver le sein. L'opération, plus les 3 premières chimios m'ont coûté
1 300 000 francs. Quand un seul traitement coûte 800 000 francs, vous voyez que peu de parents peuvent vous aider. Chez El Ayopougon groupement foncier, lundi 9 octobre, la bonne nouvelle tombe. La bonne nouvelle est annoncée par le gouvernement ivoirien au cours du lancement officiel de la campagne de lutte contre le cancer du sein dénommée Octobre Rose. Le traitement en Côte d'Ivoire du cancer du sein est désormais gratuit. L'État de Côte d'Ivoire, toujours en partenariat avec les laboratoires La Roche, a décidé d'améliorer l'accessibilité des populations aux thérapeutiques innovantes en prenant en charge les 10% qui étaient à la charge des patients. L'État va désormais assurer la gratuité totale. Les hommes n'ont pas été aussi oubliés par le gouvernement ivoirien. Les hommes se sentaient un peu mis à l'écart et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'inclure dans ce deuxième protocole le traitement également à un certain stade du cancer de la prostate. Pour en arriver là, des protocoles d'accord ont été signés entre l'État de Côte d'Ivoire et le laboratoire Roche. En 2014, l'État de Côte d'Ivoire et les laboratoires Roche ont signé 2 protocoles d'accord. À partir de ce moment-là, un partenariat s'est ouvert. Dans le cadre de ces partenariats, l'accès pour les médicaments a été facilité aux patients. Le patient ne payait que 10% du prix du médicament. Le protocole d'accord qui a été signé lundi lève cette barrière des 10%. Donc l'État de Côte d'Ivoire va prendre en charge ces 10% de manière à faire en sorte que le médicament devient gratuit pour le patient. Ces médicaments spécifiques au cancer du sein, les plus prescrits en Côte d'Ivoire par nos médecins, surtout les médecins oncologues, nous avons les Septin, qui fait 1 500 000 francs à l'origine et qui, au cours du premier protocole signé, revenait à 150 000 francs aux patients. Maintenant, le même Herceptin, qui coûte 1 500 000 francs, au lieu de revenir 150 000 francs aux patients, revient 0 francs aux patients. Ensuite, l'Avastin, qui lui traite selon le cancer. Que ce soit le cancer du col de l'utérus, il peut être prescrit. Que ce soit le cancer du sein, il peut être prescrit. Mais même mieux, l'Avastin peut être prescrit dans le cas du cancer de la prostate, selon bien sûr l'appréciation du médecin traitant. Et comme il couvre une bonne partie des traitements du cancer, nous avons donc fait le choix de, effectivement, lui également, qui coûte plus d'1 million de francs CFA, nous avons fait le choix qui coûte 0 francs également. Nous avons le lymphome de Burkitt, c'est-à-dire le lymphome que l'enfant peut développer. Et les enfants développent très fréquemment ce lymphome du Burkitt. C'est un cancer de l'enfant. Le Mebtera, qui est le médicament prescrit dans ce cas, 0 francs pour le traitement. Décision salutaire. Vraiment, on attendait ça. Les parents n'ont pas beaucoup de moyens pour subvenir à ces traitements. Si le gouvernement a vu ça, il a pris ça en charge. On dit Dieu merci. Pour mettre en œuvre cette décision gouvernementale, le Centre national de détection précoce des cancers du sein et du col de l'utérus a été construit et équipé au sein de l'Institut national de santé publique. Un seul message, le gouvernement invite chaque femme au dépistage précoce. Mesdames, s'il vous plaît, allez-y. Allez-y, aidez-nous à vous sauver. Parce que la vie, elle n'a pas de prix. Et aujourd'hui, ma santé, ma vie, c'est le dépistage précoce. Ma santé, ma vie, c'est l'affaire de tous. Et il faut que nous nous mobilisions tous contre le cancer. Le cancer, problème de santé publique. 13% de décès dans le monde et plus de 14 millions de nouveaux cas enregistrés chaque année dans le monde. En Côte d'Ivoire, le nombre de cas diagnostiqués chaque année est de 12 000 avec un taux de mortalité de 75% en 2012. En ce mois d'octobre rose, la gratuité des soins du cancer donne de l'espoir aux malades, notamment du cancer du sein, du col, de l'ovaire, du côlon et des hépatites en Côte d'Ivoire. Et dans l'actualité politique nationale, l'UPCI, l'Union pour la paix en Côte d'Ivoire, a fait sa rentrée politique hier. C'était à son nouveau siège à Cocody. L'Union pour la paix en Côte d'Ivoire veut être une force politique qui compte sur le plan national et international, comme nous l'explique Herman Guivy. Première rentrée politique de l'UPCI, l'Union pour la paix en Côte d'Ivoire, depuis son congrès extraordinaire
tenue à Yamoussoukro le 8 juillet dernier. Une journée de rentrée politique au terme de laquelle des feuilles de route ont été remises aux secrétaires généraux adjoints, aux secrétaires nationaux, aux présidents de structures spécialisées ainsi qu'aux coordonnateurs départementaux, avec pour mission de faire de l'UPC un parti qui compte sur l'échiquier national et international. Occasion pour Soro Brahima, président de l'Union pour la paix en Côte d'Ivoire, de faire l'écho des grands défis du parti. Nous avons convenu que dans les 2 ans, à savoir 2018-2019, nous devons tout faire pour conduire à son terme notre politique d'implantation. Nous avons aussi à concevoir, à consolider et à écrire notre projet de société, notre vision de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que tous les secrétaires nationaux qui ont été organisés en pôle ont été invités à se mettre dès à présent au travail. Le président de l'UPC s'est ensuite prêté aux questions des journalistes, rappelant toute la détermination de son parti à bâtir une offre pour une Côte d'Ivoire prospère. Et à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, vient d'abriter la conférence sur la technologie du biodigesteur. La Côte d'Ivoire était représentée à cette rencontre par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kwasi Ayoumani. Le biodigesteur permet de produire du biogaz à partir de déchets organiques tels que les excréments d'animaux. La conférence du Burkina Faso a décidé de renforcer et mettre à l'échelle les résultats des programmes nationaux de biodigesteur en cours. Je vous propose à présent le reste de l'actualité internationale dans le 7 sur 7, une actualité dominée notamment par le double attentat à l'explosif mené samedi à Mogadiscio. La présidente libérienne sortante, Ellen Johnson Sirleaf, s'est adressée à la nation à la veille du premier tour de l'élection présidentielle. Elle a appelé à des élections apaisées et au respect des résultats. Plus de 2 millions de Libériens étaient appelés aux urnes. Le sénateur George Weah, ex-footballeur, et le vice-président Joseph Boakai seraient en tête des premiers résultats partiels annoncés par la commission électorale. L'opposant kenyan Raila Odinga a annoncé mardi dernier son retrait de l'élection présidentielle du 26 octobre, organisée suite à l'invalidation en justice de la réélection du président sortant, Uhuru Kenyatta, lors du scrutin du 8 août. Tout indique que l'élection prévue le 26 octobre sera pire que la précédente, a-t-il ajouté, estimant que son retrait implique que l'élection du 26 octobre doit être annulée et qu'un nouveau processus électoral doit être organisé à une date ultérieure. Des milliers de partisans de l'opposition ont manifesté le jour suivant, une manifestation dispersée par la police. Le bilan des violents incendies dans le nord de la Californie s'est alourdi mercredi dernier à 17 morts. Le même jour, le gouvernement Trump a annoncé le retrait des États-Unis de l'UNESCO, une organisation qu'elle juge mal gérée et trop critique à l'égard de l'État hébreu. La décision américaine deviendra effective à la fin de l'année 2018, déplorée par la directrice générale sortante de l'organisation Irina Bokova. Elle a été suivie quelques heures plus tard par un retrait d'Israël, très critique depuis des années vis-à-vis de l'UNESCO. Le mouvement islamiste Hamas et son rival palestinien du Fatah ont signé jeudi dernier au Caire un accord de réconciliation destiné à mettre fin à une décennie de déchirements dévastateurs en se laissant 2 mois pour résoudre les problèmes les plus épineux. Une nouvelle réunion est prévue pour se tenir au Caire le 21 novembre. Un huissier de justice s'est rendu vendredi dernier au domicile de l'opposant gabonais Jean Ping, en présence des forces de l'ordre, pour lui signifier la saisie de ses biens, sa résidence et une dizaine de voitures, dans une affaire datant de 2015, l'opposant à un proche de la présidence. La visite de l'huissier ce Jean Ping fait suite à la condamnation en avril 2015 de Jean Ping à verser 600 millions de francs CFA de dommages et intérêts à Hervé Patrick Opianga, conseiller à la présidence pour diffamation. Les comptes bancaires de Jean Ping avaient été gelés en novembre 2015 dans le cadre de cette même affaire. Au moins 231 personnes ont été tuées et 300 blessées dans l'attentat au camion piégé mené hier samedi dans le centre de Mogadiscio, la capitale somalienne. Cet attentat n'a pas encore été revendiqué, mais il pourrait être l'œuvre des islamistes somaliens Shebab, affiliés à Al-Qaïda, qui lancent fréquemment des attaques et attentats suicides. Dans Mogadiscio et ses environs,
Le président somalien, Mohamed Abdullahi Farmajo, a déclaré que cet attentat était une catastrophe naturelle. 3 jours de deuil national ont été décrétés suite à cette attaque. Les Autrichiens ont voté ce dimanche à l'occasion de législatives. Verdict connu, ces élections font du conservateur Sebastian Kurz, âgé de 31 ans, le plus jeune dirigeant d'Europe et ouvrent la voie à un retour au gouvernement de l'extrême droite, dont il a embrassé plusieurs thèmes. Quelques 6,4 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes, avec une image de modernité, un discours très ferme sur l'immigration, des promesses d'allègements fiscaux. Sebastian Kurz assure animer la flamme de l'électorat conservateur et en rajeunir la base. Voilà, c'était le tour du monde dans le 7 sur 7 avec Herman Guivet. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention.